Nous avons commencé le cours sur les psychotropes par la famille des neuroleptiques qui est active sur les troubles psychotiques. Nous allons voir maintenant les médicaments qui vont être utilisés dans le cadre des troubles de l'humeur, la deuxième grande famille dans les maladies psychiatriques. Et nous allons commencer tout d'abord par les antidépresseurs et les thymorégulateurs, donc les médicaments actifs dans un premier temps pour les antidépresseurs sur la dépression et les thymorégulateurs, comme son nom l'indique, sur les troubles de l'humeur. Nous verrons qu'ils sont surtout utilisés dans le cadre du traitement des troubles bipolaires. Donc pour commencer, les antidépresseurs. Pour l'instant, repartons un petit peu de la définition de la dépression. Pour tout le monde, la dépression regroupe des symptômes type nostalgie, désarroi, ennui existentiel, déception sentimentale. Mais souvent, cette période-là est nécessaire et il est utile d'avoir ce temps-là pour enfuir des événements pénibles. La pathologie, la dépression maladie, est différente de ces symptômes que je viens de décrire en termes d'intensité et de durée et a des caractéristiques physiopathologiques très spécifiques. Une définition de la dépression est la suivante. La dépression est une modification profonde de l'état thymique, donc de l'humeur, vers la tristesse, la souffrance morale et le ralentissement psychomoteur. Il existe chez les patients une impression d'impuissance, de culpabilité, une autodépréciation qui peut les conduire au suicide. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet état pathologique est très bien décrit avec un ensemble de symptômes cliniques précis qui sont classifiés maintenant dans les deux types de classification à disposition, qui sont la DSM-4, qui est une classification des troubles mentaux de l'association américaine, et la CIM-10, qui est aussi une classification utilisée, réalisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Même s'il existe des expressions variées de la dépression est en réalité un état pathologique comprenant un ensemble de symptômes cliniques précis, une maladie variée dans son expression, sa gravité et ses origines. On parle aujourd'hui plutôt des dépressions plutôt que de la dépression. Il faut cependant bien distinguer, suite à une évaluation clinique précise réalisée avec les classifications dont je vous ai parlé, les épisodes dépressifs majeurs, ou EDM, qui sont caractérisés et pour lesquels un traitement antidépresseur va être mis en place, des symptômes dépressifs isolés, qui sont souvent transitoires et qui ne nécessitent pas obligatoirement un traitement médicamenteux. C'est par exemple la réaction de deuil. Il est très important de retenir ces différences pour ne pas utiliser de façon abusive les traitements antidépresseurs. Pour être plus précis, voici comment le psychiatre va choisir s'il est indiqué ou non d'utiliser un antidépresseur dans le cadre des épisodes de dépression majeure. Il faut par exemple qu'il y ait au moins 5 de ces symptômes sur les 9 décrits dans cette diapo, présents pendant 2 semaines, pour justifier un traitement antidépresseur. Il existe 3 stratégies principales pour lutter contre la dépression. La chimiothérapie, donc les médicaments que nous allons détailler ensemble, l'électroconvulsivothérapie ou ECT, où je vous donnerai quelques informations sur ces techniques, et la psychothérapie, où il existe actuellement différentes psychothérapies ou différents moyens qui vont être associés ou non, ou utilisés seuls avec les traitements médicamenteux. Le choix de ces différentes stratégies repose sur 5 critères principaux: la rapidité d'action, l'efficacité des traitements souhaités, est-ce qu'il existe ou non des symptômes psychotiques associés à la composante dépressive, les effets indésirables de chaque technique et le coût des traitements. Les traitements utilisés dans la dépression reposent dans le cadre des dépressions sévères aiguës sur une hospitalisation. En effet, là, le premier objectif est de protéger le patient contre sa propre violence et de ses actes contre lui-même ou envers les autres.
mais surtout contre lui-même dans le cadre de la dépression. Seront associés à cette hospitalisation des antidépresseurs, voire certains autres traitements s'il y a agitation comme les neuroleptiques, nous l'avons vu, et l'électroconvulsivothérapie qui peut avoir un effet très rapide ou à court terme. Au long cours, dans le cadre d'une dépression persistante ou dans les états dépressifs majeurs, les techniques non médicamenteuses seront associées au traitement pharmacologique. Pour les accès aigus courts, les thérapies psychothérapeutiques sont les plus efficaces et il est important de les utiliser seules avant d'utiliser des traitements antidépresseurs. Des études ont montré que les thérapies sociales et psychologiques ont de très bons résultats pour diminuer le risque de rechute, donc seront toujours associées à un traitement médicamenteux. Nous avons vu ce qu'était la dépression sur le plan clinique, symptomatologique, et il est donc très important d'arriver à classifier des critères cliniques sur une durée et en termes d'intensité pour parler de dépression. La physiologie de la dépression est plus complexe. Ce que l'on sait actuellement, c'est que chez les patients déprimés, il existe un déficit de certains neuromédiateurs, la sérotonine, 5-HT, la noradrénaline, NA, et la dopamine. De fait de ce déficit en monoamine, il y a donc une diminution de la neurotransmission aminergique au niveau des neurones, au niveau du système nerveux central, au niveau des synapses. L'objectif donc pharmacologique des différents médicaments antidépresseurs sera d'augmenter la concentration de ces monoamines au niveau de la fente synaptique, au niveau de la synapse. Il existe deux types de mécanismes. Soit des molécules qui vont inhiber la dégradation de ces monoamines présentes. Il y a un déficit, mais il en existe, donc on va essayer de diminuer leur dégradation. Pharmacologiquement, les monoamines sont dégradées par les monoamines oxydases, MAO, et donc il existe des médicaments qui sont inhibiteurs de cette enzyme. Les monoamines vont être moins dégradées, et on va donc augmenter la concentration de neuromédiateurs à disposition au niveau de la synapse, qui vont pouvoir aller stimuler les récepteurs postsynaptiques et transmettre l'influx nerveux. Le deuxième mécanisme d'action est l'inhibition de la recapture présynaptique de ces monoamines. En effet, les antidépresseurs qui ont ce mécanisme d'action vont empêcher la recapture des monoamines existantes et augmenter leur temps de séjour dans la synapse, et donc faciliter la transmission de l'influx nerveux. Il existe 5 classes pharmacologiques, 4 exactement, et une dernière classe d'antidépresseurs atypiques qui réunissent des mécanismes variés. Tout d'abord, dans l'ordre chronologique, la première qui a été découverte sont les inhibiteurs justement de la monoamine oxydase ou IMAO, qui vont donc empêcher la dégradation des monoamines. Le premier composant de cette famille est l'iproniazide, qui était au départ un antituberculeux, qui n'est plus utilisé actuellement comme antidépresseur. Puis sont apparus les antidépresseurs tricycliques, ou appelés imipraminiques, qui eux sont actifs sur la noradrénaline et sur la sérotonine et vont empêcher la recapture de ces deux neuromédiateurs. Pourquoi nous les appelons imipraminiques ? C'est parce que la première molécule qui a été découverte est l'imipramine, qui est le tofranil, puis ensuite sont apparus tous les autres composants de cette classe. Avec un profil d'effet indésirable différent, ils sont apparus dans les années 50. Enfin, la troisième famille sont les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, donc qui vont agir uniquement sur ce neuromédiateur. Le premier représentant qui est très connu est la fluoxétine, le Prozac, qui a été découvert et utilisé en 1987, puis d'autres représentants de cette famille sont ensuite apparus. Chronologiquement sont apparus ensuite les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, que nous verrons ensuite, qui ont un profil de tolérance différent, et puis les antidépresseurs atypiques.
Actuellement, les nouveaux antidépresseurs qui apparaissent sur le marché sont évalués selon leur profil de tolérance et leur facilité de prise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces antidépresseurs, toutes ces classes pharmacologiques, ont une efficacité identique sur les symptômes de la dépression. Ils vont se différencier uniquement sur leur profil de tolérance et sur leur modalité de prise. Sur cette diapositive sont résumés les différents mécanismes d'action des antidépresseurs. La transmission de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre se fait par l'intermédiaire des synapses qui sont constituées du neurone présynaptique, du neurone postsynaptique et de la fente synaptique. Les neuromédiateurs sont contenus dans des vésicules et ils sont libérés au moment de la transmission de l'influx nerveux. Ces différents neuromédiateurs vont passer par la fente synaptique et aller sur le récepteur postsynaptique pour transmettre le signal. Enfin, un rétrocontrôle négatif est réalisé au niveau du neurone présynaptique afin d'arrêter la transmission du signal. Les neuromédiateurs sont recapturés par le neurone présynaptique et dégradés par les monoamines oxydases. Dans la dépression, les neuromédiateurs sérotonine, noradrénaline et dopamine sont en déficit. Afin d'augmenter la concentration dans la fente synaptique, les différents antidépresseurs vont inhiber leur recapture, comme les ISRS, les tricycliques, ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ou vont inhiber leur dégradation, ce sont les inhibiteurs des monoamines oxydases. Enfin, certains antidépresseurs atypiques, comme le Norset par exemple, vont être antagonistes des récepteurs alpha-2 présynaptiques et vont inhiber le rétrocontrôle négatif réalisé sur le neurone présynaptique. Nous venons de voir les différents médicaments antidépresseurs qui existent actuellement, classés selon leur mécanisme pharmacologique. Il existe de plus une classification clinique utilisée en pratique courante. En effet, la classification chimique n'est plus utilisée puisque vous allez voir que certains médicaments de chimie comparables pourront avoir des effets cliniques différents. Ce qu'il faut donc retenir, c'est plutôt le mécanisme d'action des différentes familles d'antidépresseurs, comme on vient de voir, les 6 classes, et ensuite, quelles sont finalement leur activité clinique, leur efficacité clinique, qui est classée en 3 catégories. En effet, l'ensemble des antidépresseurs sont des stimulants psychiques. Ils vont corriger, voire inverser l'humeur et soulager la souffrance morale du patient. Par contre, selon les molécules, leur action va varier entre une action clairement psychostimulante jusqu'à une action sédative. Et ils seront classés selon 3 dimensions, soit ils sont plutôt psychostimulants, soit ils ont une action très sédative, donc ils vont plutôt être utilisés en anxiolytique, soit une famille au milieu d'antidépresseurs intermédiaires qui vont non seulement avoir une action psychostimulante, mais une action sédative. Il est important de retenir ces effets cliniques d'un effet psychostimulant à l'effet sédatif, car en effet, cet effet psychostimulant ou sédatif apparaît dès l'instauration du traitement, à la différence de l'effet stimulant psychique en termes de correction de l'humeur et de soulagement de la souffrance morale. Tout d'abord, avant de détailler ce qu'il faut retenir selon les différentes classes pharmacologiques, voici les généralités sur les antidépresseurs. Ce qu'il faut retenir sur l'efficacité est que, concernant l'efficacité sur l'humeur, le stimulant psychique, elle est tardive. En effet, les antidépresseurs ne vont pas être efficaces sur l'humeur de suite. Les premiers effets vont apparaître uniquement dans les 10 à 20 jours. Pour retenir, il faut à peu près 3 semaines pour un antidépresseur pour commencer à être actif sur la composante thymique. Vous voyez un délai d'action entre 4 à 6 semaines et puis l'évolution sur les signes cliniques va continuer progressivement. Par contre, ce que l'on vient de voir, c'est que l'effet psychostimulant des inhibiteurs, donc l'action sur le ralentissement idéomoteur, sur les insomnies, sur l'anxiété,
Donc les améliorations symptomatiques sont beaucoup plus précoces et vont apparaître dans les 7 à 10 jours. Il faudra donc être très vigilant à ce moment-là. Les patients pourront, dans certains cas, selon leur expression clinique, avoir des idées suicidaires par exemple et pourront passer à l'acte. Il ne faut pas interrompre non plus un traitement antidépresseur pour des raisons d'inefficacité avant 3 à 6 semaines. En effet, on ne peut pas évaluer l'efficacité du traitement avant, du fait de ce qu'on vient de dire juste avant, que l'efficacité sur l'humeur est tardive. La durée d'un traitement est au moins de 6 mois, quand on a bien caractérisé ce que l'on disait au début du cours, la dépression comme maladie. Les traitements antidépresseurs sont essentiellement utilisés par voie orale. Il faut débuter à une posologie d'emblée efficace. En effet, le traitement sera efficace au bout de 3 semaines que si on utilise des posologies adaptées. Pendant 3 mois, le traitement ne sera pas modifié. Si le traitement est plutôt psychostimulant ou intermédiaire, les antidépresseurs psychostimulants et intermédiaires devront être pris avant 17 heures. A l'inverse, les antidépresseurs sédatifs seront pris le soir. Il faut de plus pour les comprimés être très vigilant à ceux pour lesquels il ne faut pas les écraser ou du moins les couper. En effet, ceci peut changer leur cinétique d'action et pour certains être à l'origine d'amertume, de goût plutôt négatif pour les patients et aussi pouvant entraîner des effets irritants au niveau digestif. La durée du traitement, comme on l'a vu, est d'au moins 3 à 6 mois, la plupart du temps de 6 mois, avec un suivi très régulier et un accompagnement avec des techniques non médicamenteuses. L'arrêt doit être accompagné et progressif sur au moins 1 mois. En effet, il existe un risque de syndrome de sevrage avec apparition de vertige, d'anxiété, de tremblement et de dysphorie. Cet arrêt est réalisé par une diminution progressive des posologies, que ce soit pour les antidépresseurs tricycliques que pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Le protocole sera différent selon la demi-vie de chaque médicament. De plus, un accompagnement des patients, comme par exemple un apprentissage de la reconnaissance des signes de dépression, va être important pour pouvoir diminuer progressivement et arrêter le traitement pharmacologique. Commençons donc tout d'abord par la première famille des 6 familles d'antidépresseurs, les inhibiteurs des monoamines oxydases. Cette famille est quasiment plus utilisée aujourd'hui du fait de son risque d'interactions médicamenteuses important et d'effets indésirables. Il ne reste qu'un seul représentant utilisé, l'amoclamine, qui est un inhibiteur sélectif de type A. Ceci est important car le fait que cet inhibiteur soit sélectif et réversible a diminué le nombre d'interactions médicamenteuses et a amélioré son profil de tolérance par rapport aux anciennes molécules. Les IMAO sont surtout actifs comme psychotoniques. Elles n'auront pas d'effet sédatif ni sur l'anxiété. Et les effets indésirables à retenir sont surtout pour l'amoclamine les troubles digestifs. Les contre-indications massives à ne pas oublier sont surtout celles en interaction avec les triptans utilisés dans la migraine, car il y a un risque très important d'hypertension, de vasoconstriction coronaire, donc de risque coronarien très important. Ceci oblige un délai de 2 semaines entre l'utilisation de l'amoclamine et des triptans. De même, il existe une contre-indication entre le tramadol, qui est un antalgique, et l'amoclamine, car tous les deux sont inhibiteurs, vont agir plutôt sur la sérotonine. La surveillance de l'amoclamine est une surveillance tensionnelle très importante sous ce type de traitement. La deuxième famille, très utilisée encore aujourd'hui, est la famille des antidépresseurs tricycliques ou imipraminiques. Dans cette diapositive, voici l'ensemble des antidépresseurs tricycliques encore disponibles sur le marché et utilisés actuellement avec leur forme. Ils vont donc inhiber la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine.
Les antidépresseurs tricycliques sont très efficaces, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont une toxicité non négligeable. L'effet indésirable le plus important et redouté sont les effets atropiniques que l'on a déjà vus dans le cadre des neuroleptiques. En effet, donc les neuroleptiques et les antidépresseurs tricycliques ne seront pas associés quand les neuroleptiques ont aussi des effets atropiniques. Vous les voyez cités sur cette diapo, on retrouve la sécheresse buccale, la constipation, des troubles de la communication oculaire, la rétention urinaire et un risque d'augmentation de pression intra-auriculaire. L'autre effet indésirable très important est la cardiotoxicité représentée par l'hypotension orthostatique et les troubles du rythme cardiaque qui peuvent aller jusqu'à un risque de mort subite. Les antidépresseurs tricycliques ne sont pas utilisés ou sont à éviter chez les personnes âgées du fait de ces effets atropiniques et de ces effets cardiotoxiques. En effet, le risque d'hypotension orthostatique majore le risque de chute, entre autres, chez les personnes âgées. Il existe aussi des effets endocriniens avec des troubles de la sexualité, des prises de poids et des hyperprolactinémies. Les antidépresseurs tricycliques sont des médicaments que l'on dit avec une marge thérapeutique réduite. En effet, le risque de surdosage est important car juste avec un surdosage à 2 fois la normale, jusqu'à 6 fois des taux thérapeutiques, on peut avoir un risque vital engagé. Du fait des risques cardiaques, comme on l'a vu, les troubles de conduction cardiaque, les arythmies, l'hypotension, la convulsion, un surdosage ou une intoxication en antidépresseurs tricycliques est une urgence vitale. Et les signes cliniques apparaissent souvent 4 heures après l'injection. Les contre-indications de cette famille sont issues des effets indésirables. En effet, vous retrouvez les effets indésirables anticholinergiques et les patients ayant des antécédents de toxicité cardiaque ou d'événements coronariens, comme l'infarctus du myocarde ou les patients qui ont des antécédents cardiaques ou athéromateux. Après les IMAO et les antidépresseurs tricycliques, la troisième famille pharmacologique d'antidépresseurs sont les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Vous voyez sur cette diapositive l'ensemble des représentants de cette famille. Sont mis les noms de spécialité et la DCI, ainsi que les voies d'administration. Vous voyez que le séroprex et le séropram sont en fait la même molécule, mais le séroplex est un dérivé qui permet en fait d'utiliser cette molécule à demi-dose. L'efficacité des ISRS est identique aux imipraminiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble des antidépresseurs sont efficaces de la même façon. Ce qui les différencie, c'est leur profil de tolérance. Concernant les ISRS, ils ont une meilleure tolérance que les antidépresseurs tricycliques qu'on a vus précédemment, qui ont un profil plus restrictif, notamment sur le plan cardiaque, et donc ils ont une meilleure tolérance sur le plan cardiaque et ils n'ont pas ou peu d'effets atropiniques. Les effets indésirables que l'on peut noter sont des effets surtout digestifs, avec des nausées, vomissements, diarrhées, des troubles du sommeil, avec l'apparition d'anxiété possible en début de traitement. À retenir, quand on cherche des causes d'hyponatrémie, effectivement les ISRS sont pourvoyeurs d'hyponatrémie, et il existe un syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement, qui est très bien décrit pour les ISRS. De plus, le risque suicidaire est plus important chez les enfants traités par ISRS que chez les adultes traités par ISRS. Comme son nom l'indique, comme ils sont inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, ces médicaments peuvent être à risque de ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique. Ce syndrome sérotoninergique associe des troubles digestifs à type de diarrhée, une hyperthermie avec sudation et des tremblements ou des myoclonies. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à la confusion et au coma. Il faut vraiment pouvoir détecter ces signes cliniques pour arrêter le traitement face à ce risque de syndrome sérotoninergique. Ce risque est augmenté dès que l'on associe
d'autres molécules qui vont agir sur la sérotonine. C'est vrai justement, par exemple, avec le tramadol, utilisé comme antalgique, ou les triptans, par exemple, utilisés dans la migraine. Deuxième chose à retenir concernant les interactions médicamenteuses, c'est que les ISRS sont des inhibiteurs enzymatiques au niveau du foie. Ils vont donc pouvoir augmenter la concentration d'autres médicaments qui sont métabolisés par les mêmes enzymes au niveau du foie, et donc entraîner un risque de surdosage de ces médicaments. La quatrième famille sont les inhibiteurs de la recapture, non seulement de la sérotonine, mais aussi de la noradrénaline. Il existe 3 représentants, l'Effexor, l'Ixel et le Cymbalta. Le Cymbalta est surtout utilisé dans les douleurs neuropathiques et la balance bénéfice-risque de ce traitement n'est pas favorable dans la dépression. Donc vous verrez utiliser dans la dépression surtout l'Effexor et l'Ixel dans cette classe pharmacologique. Ils sont donc toujours aussi efficaces que les autres antidépresseurs. Ils ont les mêmes effets indésirables que les ISRS, sur lesquels on rajoute plutôt des effets cardiovasculaires. Donc vous voyez une moins bonne tolérance cardiovasculaire que les ISRS, avec un risque d'hypertension et des troubles du rythme cardiaque et des troubles du rythme. On retrouve les effets que l'on avait avec les imipraminiques. Ils ont comme effet indésirable spécifique, pour l'Ixel, des effets indésirables plutôt urinaires, qui sont plus fréquents, et un risque d'hépatotoxicité et de syndrome de Stevens-Johnson, donc c'est une épidermolyse au niveau cutané, due à la duloxétine, ce qui explique qu'elle ne soit pas utilisée dans la dépression. L'ensemble de cette famille est contre-indiqué chez les moins de 18 ans, alors que nous avons vu, les ISRS peuvent être utilisés chez l'enfant. La dernière classe pharmacologique que l'on appelle atypique, car ils ont des effets pharmacologiques différents. Certains vont agir comme régulateurs de l'action des monoamines et vont agir sur les récepteurs de la sérotonine et de la noradrénaline. D'autres ont des mécanismes plus complexes qui sont encore aujourd'hui à l'étude. Nous retrouvons dans cette famille l'atimyl et le Norset, qui sont des bloqueurs des récepteurs des monoamines. Ce qu'il faut retenir de ces 2 molécules, c'est qu'ils sont plutôt sédatifs. Ils vont être utilisés chez les patients qui ont une composante anxieuse, par exemple, et être pris le soir. Ils sont peu ou n'ont pas d'effet atropinique. Ils vont avoir un effet en termes de prise de poids sur la somnolence, comme ils sont sédatifs, peuvent entraîner des astralgies, et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'ils ont un risque d'agranulocytose. Pour ces 2 traitements, on aura une surveillance de l'hémogramme pendant le premier mois, une surveillance spécifique chez les sujets âgés, qui sont plus à risque de faire des agranulocytoses. Et aussi, il existe des atteintes hépatiques rares. Donc nous associerons à la surveillance biologique la surveillance de l'hémogramme et un bilan hépatique régulier. Dans cette famille, nous pouvons retrouver le Stablon, qui est la plupart du temps bien toléré et qui est souvent utilisé chez la personne âgée, et le Vivalan. Dans cette famille des antidépresseurs atypiques vient d'être commercialisée une nouvelle famille pharmacologique dont le premier représentant est l'agomélatine, le valdoxan. En effet, cette nouvelle famille pharmacologique est une famille d'agonistes des récepteurs de la mélatonine et antagonistes des sous-types de récepteurs de la sérotonine 5-HT2C. Ce premier représentant a un bon profil de tolérance par rapport au poids, aux effets indésirables sexuels, aux effets cardiovasculaires, aux troubles gastro-intestinaux et a priori n'entraîne pas de symptômes de sevrage. Par contre, sont apparus des effets hépatiques avec une élévation des enzymes hépatiques et de rares cas d'hépatite. C'est pourquoi, sous ce traitement, un bilan hépatique devra être réalisé à l'instauration du traitement, à 6, 12 et 24 semaines, et tout le temps du traitement si cela s'avère cliniquement nécessaire. Actuellement, vu que ce traitement est nouveau, il existe un manque de recul face à ce risque d'hépatite et sur le risque suicidaire induit, d'où une surveillance importante de l'évolution de la clinique des patients
et une surveillance biologique à adapter durant ce traitement. Nous venons de voir que donc ces différents antidépresseurs classés selon leur action pharmacologique ont des effets cliniques un petit peu différents selon s'ils sont plutôt stimulants ou sédatifs ou intermédiaires et un profil de tolérance différent. Donc comment choisir entre ces différents antidépresseurs qui ont finalement une efficacité identique ? Tout d'abord, on a vu la symptomatologie de la dépression, si c'est plutôt l'anxiété qui prédomine ou le ralentissement psychomoteur ou si c'est mixte. Si il y a eu des traitements antérieurs, quels en ont été l'efficacité ou les échecs ? Quels ont été les effets indésirables déjà vécus ou quel est le profil d'effet indésirable de l'antidépresseur choisi en fonction des antécédents du patient, de son état physiologique, de ses contre-indications ou de son âge. Et enfin, les modalités de prise, le soir, le matin, le nombre de prises par jour par exemple. Ce que l'on peut retenir concernant le choix du traitement, c'est que les imipraminiques ont été les plus anciens juste après les IMAO qui ne sont plus utilisés quasiment. Donc on a un recul important. Nous verrons que c'est ceux-là qui seront utilisés lors de la grossesse par exemple si nécessaire. Ils ont une efficacité très importante et régulière, dans 70% des cas. Dans les épisodes dépressifs majeurs, mais aussi dans les épisodes dépressifs plus aigus. Donc une efficacité très importante. Par contre, on a vu ce sont des médicaments à marge thérapeutique réduite, qui ont un profil de tolérance qui n'est pas très bon, de nombreux effets indésirables anticholinergiques, une toxicité cardiaque et des risques d'hypotension orthostatique qui font qu'on essaie de les éviter par exemple chez les personnes âgées et qui sont dangereux lors de surdosage. Il existe une surveillance biologique possible, en effet les imipraminiques peuvent être dosés, ceci est très important en cas de surdosage. Les autres antidépresseurs, que ce soit les ISRS ou tous les autres antidépresseurs qui sont non IMAO, non imipraminiques, ont un meilleur profil de tolérance. Ceci facilite leur prescription, par exemple en ambulatoire. Par contre, nous l'avons vu, ils ne sont pas dénués d'effets indésirables, ils ont un profil de tolérance spécifique, avec certains effets indésirables spécifiques à chaque molécule, et une efficacité par contre plus variable selon les individus. En effet, elle va varier selon chaque personne, mais ce mécanisme n'est pas en lien avec la dose de la molécule. Il n'y a pas donc d'efficacité dose dépendante. L'évaluation de l'efficacité des traitements antidépresseurs, cette évaluation doit être faite dans les 7 à 10 jours pour ce que l'on appelle les effets collatéraux, donc c'est ce que l'on a vu, les effets plutôt tout d'abord stimulants ou sédatifs, entre 15 et 21 jours pour l'efficacité sur les troubles de l'humeur, sur la thymie en tant que telle, puis ensuite tous les mois pendant le traitement pour voir l'évolution des symptômes, et AJ7 et AJ21 après l'arrêt du traitement. En effet, nous avons vu que ce soit pour les imipraminiques, mais pour les autres classes aussi, il faut arrêter progressivement le traitement antidépresseur pour éviter le risque de sevrage et envisager l'arrêt complet du traitement. Quand le traitement est jugé inefficace, que peut-on faire ? Nous pouvons tout d'abord adapter la posologie et essayer de l'augmenter, soit changer de molécule dans la même famille pharmacologique, puisque l'on a vu qu'on peut avoir une réaction individuelle différente, autant sur l'efficacité que sur la tolérance. Essayer une molécule d'une autre famille, si le patient est résistant à ce mécanisme pharmacologique. Réaliser des dosages. En effet, les dosages des médicaments sont possibles pour tous les antidépresseurs, mais ils sont mieux validés pour les antidépresseurs tricycliques. Mais ils existent aussi pour les IMAO et les ISRS, pas pour les nouvelles molécules actuellement. Ils seront utilisés en initiation de traitement pour être sûr d'avoir une dose efficace. Ceci nous permet de voir si le patient est observant ou s'il n'y a pas une résistance au traitement.
lors d'addition d'autres molécules à la recherche d'interactions médicamenteuses, s'il y a un surdosage ou une intoxication, ou face à tout événement physiologique qui peut changer finalement le métabolisme des traitements. Concernant la grossesse, aucun antidépresseur ne s'est montré tératogène chez l'animal, et si l'on doit utiliser un traitement antidépresseur, on utilisera plutôt un imipraminique pour lequel on a plus de recul, et surtout donc le tofranil qui est le plus ancien, ou l'amitriptyline, le Laroxyl, pour lequel on a le plus de données, donc c'est-à-dire de suivi de femmes enceintes sous ces traitements-là, pour lesquels il n'y a eu aucun souci, ceci associé à une surveillance particulière de la maman et du bébé à la naissance. Dans tous les cas, l'utilisation d'antidépresseurs pendant la grossesse se fera que si nécessaire, au regard de la balance bénéfice-risque, car l'utilisation de ces traitements n'est pas sans risque. En effet, par exemple, il peut y avoir l'apparition d'effets indésirables anticholinergiques, sérotoninergiques et des syndromes de sevrage chez le nouveau-né à la naissance, et une augmentation du risque de malformations congénitales, dont des malformations cardiovasculaires, ont été identifiées sous ISRS. Il n'existe aucune donnée concernant l'allaitement ne permettant de préférer un antidépresseur plutôt qu'un autre, ni d'affirmer une absence d'inconvénients chez l'enfant. Donc l'allaitement sera évité s'il est possible, si la personne est sous antidépresseur. Enfin, les antidépresseurs sont la plupart du temps utilisés par voie orale, de façon chronique durant les 3 ou 6 mois de traitement. La voie orale peut être aussi utilisée pour adapter les doses de traitement. La voie parentérale est très peu utilisée et il existe très peu de spécialités, comme vous avez pu voir dans les différents tableaux, administrables par voie parentérale. Ils peuvent être administrés par voie intramusculaire ou intraveineux en ce qui concerne les antidépresseurs tricycliques et certains autres antidépresseurs comme la doxépine. Il existe certaines molécules comme le citalopram qui est uniquement administrable par voie intraveineuse. Il peut être utilisé chez les patients âgés dans le cadre de mélancolie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la voie IV n'entraîne pas un effet plus rapide antidépresseur. Le délai est le même concernant l'effet sur l'humeur de 3 semaines environ. Donc l'effet sera plutôt sédatif ou stimulant dans les 7 premiers jours, ce qui peut être intéressant chez les personnes âgées qui ont un syndrome de glissement par exemple. Mais l'effet réel sur la thymie sera aussi lent que tous les autres antidépresseurs, ceci n'est pas dépendant de la voie d'administration. Concernant la voie IM, les solutions sont prêtes à l'emploi et il faut injecter au niveau des fesses. Concernant la voie IV, il est important de faire une perfusion lente. Concernant les interactions médicamenteuses, ce qu'il faut retenir des antidépresseurs, c'est que quelle que soit la classe pharmacologique, ils sont tous fortement métabolisés au niveau hépatique. Ils vont donc pouvoir rentrer en interaction car souvent médiés par de nombreuses enzymes du cytochrome P450, ils vont rentrer en interaction avec de nombreux autres médicaments, non seulement des médicaments, mais aussi des plantes. Donc attention à toute l'automédication, certains aliments comme le pamplemousse. Concernant la phytothérapie, on peut penser au millepertuis, mais aussi avec l'alcool et le tabac. Il faut donc retenir que ces médicaments en général vont pouvoir avoir de nombreuses interactions médicamenteuses avec des traitements ou tout ce qui est absorbé par le patient. Les diapos qui vont suivre sont des diapositives qui rentrent en profondeur dans les différents effets indésirables des antidépresseurs. Je vous propose de les lire attentivement afin d'avoir plus de détails concernant les différents effets indésirables des antidépresseurs de façon générale et les différents moyens de les gérer quand c'est connu. Prenons par exemple sur cette diapositive, les antidépresseurs, surtout les psychotoniques et les intermédiaires, peuvent entraîner cette recrudescence anxieuse à 7 ou à 10 jours. Donc en fonction de la clinique, vous pourrez voir co-prescrits des tranquillisants comme les benzodiazépines ou des neuroleptiques sédatifs comme on l'a vu
en gouttes par exemple à très petite dose comme le tertian, pour agir sur cette recrudescence anxieuse et diminuer le risque de passage à l'acte suicidaire. Les différentes diapos que vous allez voir par la suite sont toujours faites de la façon suivante. L'effet thématique comme l'effet psychique, les différents effets, quels sont les antidépresseurs, qu'ils soient sédatifs, intermédiaires ou psychotoniques, qui sont incriminés face à ces différents effets, et le moyen de les gérer si c'est possible. Un des effets indésirables rares mais graves des ISRS est le syndrome sérotoninergique. En effet, les ISRS, de par l'augmentation de la sérotonine au niveau de la synapse, vont entraîner une hyperstimulation du système sérotoninergique. C'est le cas aussi des IMAO, mais aussi du lithium et du tramadol. Tous les médicaments qui vont agir sur la sérotonine en augmentant soit sa concentration, soit en hyperstimulant le système sérotoninergique, vont être à risque d'entraîner ce syndrome sérotoninergique. Il ne faudra donc pas les associer ensemble. C'est vrai aussi pour certains médicaments de la migraine comme les triptans. Ce syndrome peut apparaître en quelques minutes jusqu'à quelques semaines après l'adjonction de ce nouvel agent sérotoninergique. Il est très sévère, mais attention, son apparition n'est pas dose dépendante. Les signes cliniques à retenir sont les suivants. Tout d'abord, des signes en termes de confusion, d'hypomanie, d'agitation, mais aussi des troubles digestifs, comme les diarrhées, des signes plutôt neurologiques à type de tremblement, de myoclonie, d'incoordination motrice et d'hyperréflexie. Ce syndrome peut aller jusqu'au coma et jusqu'au décès. Il est très important de le déceler, car après l'arrêt du traitement, les symptômes disparaissent rapidement une fois que ce traitement est suspendu. Nous avons vu dans ce cours sur les psychotropes, tout d'abord les psychotropes actifs sur les psychoses, les neuroleptiques, puis ensuite les différents psychotropes qui sont actifs sur les troubles de l'humeur, avec tout d'abord les antidépresseurs. Nous allons voir maintenant les normothymiques ou thymorégulateurs. Les normothymiques ou thymorégulateurs sont des stabilisateurs de l'humeur. Ils sont utilisés dans la prise en charge des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont des troubles de l'humeur caractérisés par une alternance d'épisodes maniaques et dépressifs. Les thymorégulateurs sont donc indiqués non seulement dans les traitements curatifs des accès maniaques ou des accès dépressifs, on évaluera leur efficacité sur quelques semaines, mais aussi dans le traitement préventif des récidives ou des rechutes de ces troubles bipolaires. Dans ce cas, l'évaluation de l'efficacité des thymorégulateurs sur les rechutes sera réalisée au bout d'un an ou de plusieurs années. Les différents médicaments des troubles bipolaires sont les suivants. La pierre centrale est bien sûr le thymorégulateur. Ce sont tout d'abord les sels de lithium qui ont montré leur efficacité dans les années 70 dans la prévention des rechutes et des récidives des troubles bipolaires. Ils ont transformé la prise en charge des troubles bipolaires et diminué l'incidence des suicides chez ces patients. Le traitement de première intention est donc le lithium, puis en deuxième intention, la famille des antiépileptiques ou anticonvulsivants. Les plus utilisés sont les dérivés de l'acide valproïque, le dépakote et le dépamide. En troisième intention sera utilisée la carbamazépine, puis la lamotrigine, et d'autres anticonvulsivants peuvent être utilisés dans les troubles bipolaires, comme l'oxcarbazépine, la gabapentin, le Norontin et le topiramate. Les neuroleptiques classiques peuvent
eux aussi être utilisés dans le cadre des accès maniaques. Les antipsychotiques atypiques comme l'olanzapine, la risperidone et la clozapine, ainsi que la quetiapine, pas encore commercialisée en France, sont aussi indiqués dans la prévention des récidives des troubles bipolaires et dans le cadre des accès maniaques. Les antidépresseurs, comme les ISRS le plus souvent, mais aussi la venlafaxine ou les tricycliques, sont utilisés dans les accès dépressifs des troubles bipolaires. L'électroconvulsivothérapie est utilisée ainsi que la photothérapie dans les accès maniaques et les accès dépressifs. Le traitement des épisodes maniaques repose tout d'abord par une analyse durant l'entretien avec le patient des causes potentielles iatrogènes d'épisodes maniaques, comme par exemple l'utilisation ou la prise de psychostimulants, de corticoïdes ou d'antidépresseurs. En effet, certains antidépresseurs, comme nous l'avons vu, peuvent déclencher ou aggraver des états maniaques, comme par exemple les antidépresseurs psychostimulants ou intermédiaires. Le thymorégulateur va être initié avec de préférence en première intention le lithium ou théralite, qui sera actif en quelques jours. Des neuroleptiques sédatifs pourront être rajoutés pour attendre l'efficacité du lithium, plus ou moins associés à une benzodiazépine de courte durée qui permettra de diminuer les doses de neuroleptiques. L'effet recherché de ces associations neuroleptiques plus benzodiazépine est un effet sédatif contre cet épisode maniaque en attendant l'efficacité du lithium. Concernant le traitement des épisodes dépressifs, un thymorégulateur va être initié, plus ou moins associé à l'antidépresseur. L'ISRS est utilisé en première intention. Attention, l'antidépresseur ne doit jamais être utilisé seul, sinon le patient risque d'avoir un virage maniaque, nous risquons d'entraîner un accès maniaque sous antidépresseur. Il faut obligatoirement que cet antidépresseur soit associé au thymorégulateur. Sinon, concernant le choix de l'antidépresseur, les antidépresseurs tricycliques seront évités, ils sont plus à risque d'induire un virage maniaque. Sinon, le choix sera réalisé de la même façon que dans le cadre de la dépression, comme nous l'avons vu. Tous les antidépresseurs sont aussi efficaces. Le choix sera réalisé en fonction du profil de tolérance, par exemple. De même, il faudra attendre entre 15 jours et 3 semaines pour que l'antidépresseur soit efficace. Si lors de cet épisode dépressif, il existe quand même des symptômes psychotiques, un antipsychotique pourra être associé. Si le traitement n'est pas efficace ou s'il existe un risque vital, comme un épisode de mélancolie ou un syndrome de glissement chez la personne âgée, l'électroconvulsivothérapie pourra être utilisée. Justement, qu'est-ce que l'électroconvulsivothérapie ? Elle est utilisée comme nous l'avons vu dans les épisodes dépressifs des troubles bipolaires. En effet, ces épisodes sont associés à un risque suicidaire important. Elle pourra être utilisée aussi contre les symptômes psychotiques importants et dans le cadre de résistance au traitement au-delà de 6 semaines. Elle peut être utilisée aussi dans le cadre de dépression sévère autour de la grossesse et dans le cadre des syndromes de glissement chez la personne âgée. Le principe de cette ECT, c'est une stimulation électrique qui provoque des crises d'épilepsie. Ceci afin de resynchroniser finalement les transmissions au niveau cérébral. Il faut écarter les contre-indications dues à l'anesthésie générale. Sinon, cette technique est assez bien tolérée. Les effets indésirables les plus fréquents sont des troubles de la mémoire transitoires, mais qui sont des troubles de la mémoire qui sont transitoires, réversibles. Il est important de signaler aux patients qu'il existe un risque d'amnésie des souvenirs récents précédant le CT. En effet, si le patient a un événement important la semaine précédant le CT, il est important qu'il puisse avertir sa famille, par exemple. Après l'épisode aigu, une réévaluation systématique des antidépresseurs ou des antipsychotiques doit être réalisée. En effet,
Ils ne sont pas à garder de façon systématique en chronique. Par contre, le traitement thymorégulateur sera conservé afin de prévenir les récidives. Une optimisation de l'efficacité de ce traitement pourra être envisagée en réajustant régulièrement les posologies. Une prise en charge psychologique sera associée dans le traitement des troubles bipolaires. Au long cours, l'évaluation de l'efficacité des traitements thymorégulateurs sera réalisée au bout de la première année et après un recul de 2 ou 3 ans. Cette évaluation sera réalisée en regardant l'historique des événements de la dernière année ou des différentes années précédentes, en regardant la fréquence des crises, l'intensité des crises, la durée des épisodes et la qualité des intervalles libres. Enfin, la tolérance sera évaluée ainsi que l'observance, qui est un des critères de l'efficacité du traitement. Actuellement, la limite de ces traitements thymorégulateurs est une méconnaissance des mécanismes physiopathologiques, ou en tout cas une connaissance pas complète des mécanismes physiopathologiques des troubles bipolaires et une hétérogénéité de ces troubles, avec des troubles bipolaires différents, des troubles unipolaires, avec des patients qui ont uniquement des accès mélancoliques ou des épisodes dépressifs, ou uniquement des accès maniaques. Les hypothèses neurobiologiques existantes actuellement reposent sur des perturbations des neuromédiateurs, noradrénaline, sérotonine, GABA, ou des anomalies endocriniennes, comme la perturbation de la fonction thyroïdienne dans les cycles rapides. La théorie de l'embrasement, ou kindling, est actuellement discutée. Elle repose sur le concept de neuroplasticité. En effet, comme dans le cadre des crises d'épilepsie, même si le seuil des crises est inférieur au seuil épileptogène, petit à petit, les crises vont se répéter et certaines crises vont apparaître spontanément sans stimulus. De la même façon, dans les troubles bipolaires, cette théorie part du principe que plus des stress répétés vont être réalisés sur un terrain vulnérable, plus les crises vont apparaître, pour petit à petit avoir des crises qui vont naître sans stimulus. C'est pourquoi il est très intéressant de traiter de façon précoce les patients, de façon efficace, afin de prévenir les rechutes et d'éviter finalement cet emballement du fait de stimulus répétés. Ceci pourrait expliquer l'utilisation des antiépileptiques comme thymorégulateurs. Nous allons donc voir les différents thymorégulateurs les uns après les autres, en commençant tout d'abord par le traitement de référence, le lithium. Le lithium existe sous forme injectable et sous forme de comprimé. Il est utilisé sous forme de comprimé dans le cas des troubles bipolaires. Il est très efficace et bien toléré dans 50% des cas. Il existe une réponse partielle dans 40% des cas, c'est-à-dire des récidives qui sont moins fréquentes et moins intenses, mais il reste 10% de patients résistants. Les effets indésirables que nous allons voir sont dose dépendants. Ce médicament a une marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que son taux thérapeutique est très proche du taux toxique. C'est pourquoi nous verrons, il existe un dosage du lithium qui doit être réalisé régulièrement. Le lithium est éliminé au niveau rénal. Il sera très important de surveiller cette fonction rénale pour éviter les risques de surdosage. Le lithium par voie orale est bien résorbé au niveau digestif. Il a une demi-vie assez longue, environ de 24 heures, mais qui peut durer jusqu'à 36 heures. Une élimination rénale, comme nous l'avons vu, en compétition avec le sodium. Il passe aussi la barrière transplacentaire et est éliminé au niveau du lait maternel. L'obtention des concentrations efficaces est obtenue au bout de 1 à 3 semaines. Il est important de retenir cette notion. Vous voyez que le lithium ne sera pas efficace tout de suite. Il faut quelques jours pour qu'il commence à être efficace et il atteindra réellement ses concentrations efficaces au bout d'1 à 3 semaines. C'est donc un médicament à marge thérapeutique étroite. Le taux de lithium dans le sang visé chez l'adulte est compris entre 0,4 et 0,8 à 1 milliéquivalent par litre.
Il existe une grande variabilité entre les individus. La lithémie devra être réalisée pour tous les patients. Vous voyez sur cette diapositive les différents taux que nous allons rechercher en fonction de la forme galénique, le dosage étant réalisé 12 heures après la prise. Les effets indésirables du lithium sont fréquents quand la lithémie dépasse 1,5 milliequivalent par litre. Ils sont de différents ordres, tout d'abord les troubles digestifs, avec des nausées, des diarrhées et une dysgeusie, des troubles neurologiques, avec des tremblements au niveau des mains, des sensations vertigineuses et une faiblesse musculaire, des troubles endocriniens, avec surtout des risques d'hypothyroïdie, et une prise de poids dans 10 à 50% des cas. Il existe des effets indésirables cardiaques à type de troubles du rythme, et des effets indésirables rénaux avec un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire une soif intense et une concentration urinaire importante, une hyponatrémie et une déshydratation. Il existe d'autres effets indésirables, comme la baisse de la libido, des troubles cutanés et des troubles biologiques à type d'hyperleucocytose et de lymphocytopénie. Il faut retenir surtout les effets indésirables endocriniens, l'hypothyroïdie, cardiaque et rénaux. Dans le cadre d'un surdosage, avec une lithémie supérieure à 2 milliequivalents par litre, les signes les plus fréquents sont des signes digestifs à type de nausées et des tremblements. On réalisera la lithémie et le traitement sera adapté en fonction de ce résultat. Dans le cas d'une intoxication grave, le risque est cardiaque. En effet, des signes cardiovasculaires vont apparaître avec une perturbation de l'électroencéphalogramme, mais aussi des troubles neurologiques qui peuvent entraîner un coma. Dans ce cas-là, le traitement par lithium doit être arrêté, la lithémie sera réalisée et une augmentation de l'excrétion du lithium sera envisagée par alcalinisation des urines, diurèse osmotique et adjonction du chlorure de sodium, puisque nous avons vu que l'élimination rénale du lithium rentre en compétition avec le sodium. Les contre-indications du lithium découlent de ces effets indésirables. Le lithium est contre-indiqué dans le cas d'une insuffisance rénale grave. En effet, il existera un risque de surdosage. Dans le cadre d'une hyponatrémie ou d'un traitement diurétique, ou dans le cadre d'un régime désodé. En effet, toutes ces conditions sont à risque de surdosage de lithium. Dans le cadre de troubles du rythme, du fait de la toxicité cardiaque du lithium, et au premier trimestre de grossesse, en effet, nous avons vu, le lithium passe la barrière transplacentaire et il existe des risques de malformation cardiaque. De plus, lors de la grossesse, le métabolisme est accéléré et la posologie du lithium devra être adaptée dans les 2 et 3e trimestres si le lithium doit être conservé. L'allaitement sera aussi contre-indiqué du fait du passage dans le lait du lithium. Pour instaurer un traitement de lithium chez un patient, un bilan préthérapeutique devra être réalisé. Un test de grossesse du fait des risques malformatifs, une évaluation de la fonction rénale, de la fonction cardiaque et de la fonction thyroïdienne en dosant la TSH, ainsi qu'un bilan biologique, une numération formule sanguine et un ionogramme. Le lithium sera instauré progressivement, la posologie sera augmentée progressivement en fonction des contrôles de la lithémie, qui sera réalisée au début du traitement 1 à 2 fois par semaine, et ensuite, même si le traitement est stabilisé, la lithémie sera dosée tous les 2 mois. Le prélèvement se fait 12 heures après la dernière prise du traitement pour la forme à libération immédiate. Donc le prélèvement sera réalisé le matin, juste avant la prise. Dans le cadre de la forme à libération prolongée, qui est prise uniquement le soir, le dosage se fera le soir 24 heures après la dernière prise, et donc juste avant la prochaine prise du soir. La surveillance du traitement au long cours est la suivante. Une surveillance de la fonction rénale
avec la créatininémie et la protéinurie tous les 6 mois. De même pour la fonction thyroïdienne, tous les 6 mois, un contrôle du poids 1 fois par an, et la lipémie réalisée tous les 2 mois. Ceci afin d'éviter les risques de surdosage, même si le traitement est équilibré, si par exemple il existe des modifications physiopathologiques ou des rajouts d'autres traitements qui vont pouvoir interagir avec le lithium. Il est important de conseiller une contraception efficace lors d'un traitement sous lithium du fait des risques durant la grossesse et d'éviter toutes les interactions médicamenteuses qui vont en avoir un impact sur l'élimination du lithium, comme l'utilisation des diurétiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des diurétiques de la classe des IEC, des sartans et des aliskirènes. Il n'existe pas de dépendance au lithium. L'information du patient est très importante pour qu'il puisse repérer les signes de surdosage et identifier les situations à risque d'accumulation du lithium. Elles sont citées sur cette diapositive, qui sont par exemple la déshydratation, les gastro-entérites avec diarrhée, vomissement, une hypersudation lors de fortes canicules ou de fièvre, et une diminution des apports en sel. Sans oublier le risque d'interaction médicamenteuse lors de comportements d'automédication. Il est intéressant de proposer un carnet de suivi des lipémies pour le patient, dans lequel seront répertoriées les différentes informations importantes à lui transmettre. Si le lithium n'est pas efficace ou contre-indiqué ou intoléré, s'il y a trop d'effets indésirables, en deuxième ligne, les dérivés de l'acide valproïque vont être utilisés. En effet, l'acide valproïque, la dépakine, est uniquement utilisé dans des indications neurologiques. Ce sont les prodrogues de l'acide valproïque, le divalproate de sodium et le valpromide, qui vont être utilisés comme thymorégulateurs. Ils sont transformés dans l'organisme en acide valproïque. Ils ne sont pas inducteurs enzymatiques, ce qui va diminuer le risque d'interaction médicamenteuse, à la différence, nous le verrons tout à l'heure, de la carbamazépine. Ils vont être utilisés dans le traitement des épisodes maniaques, dans le cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium et dans le traitement préventif des rechutes. Les principaux effets indésirables à retenir sont les effets indésirables hépatiques et les rages cutanées, ainsi que les thrombopénies. Ceci explique les contre-indications, qui sont les hépatites aiguës et chroniques. De plus, les dérivés de l'acide valproïque sont déconseillés pendant la grossesse. En effet, un risque de malformation ne peut être exclu, ainsi qu'une diminution des capacités verbales et des syndromes hémorragiques chez le nouveau-né. De même, il existe un passage dans le lait, donc l'allaitement sera déconseillé. Avant d'instaurer un traitement par ces dérivés, un bilan hépatique devra être réalisé, ainsi que durant tout le traitement, associé à une surveillance hématologique, du fait des risques de thrombopénie et des risques de syndrome hémorragique. L'adaptation posologique sera progressive, une augmentation progressive des posologies sera réalisée. L'acide valproïque peut être aussi dosé. Vous avez sur cette diapositive la concentration plasmatique efficace et recherchée. Le traitement de troisième ligne est la carbamazépine, commercialisée sous le nom de Tegretol. Elle est indiquée aussi dans le cas des troubles bipolaires. Son instauration sera progressive. Elle est utilisée en troisième choix du fait de ses effets indésirables hématologiques et cardiaques, ainsi que du fait de son mécanisme inducteur enzymatique qui sera à l'origine de nombreuses interactions médicamenteuses, ce qui complique les adaptations posologiques du traitement et l'association à d'autres traitements. Les effets indésirables à retenir sont surtout les effets indésirables cardiovasculaires, à type de troubles du rythme, ainsi que les réactions cutanées qui peuvent être graves, à type de syndrome de Lyell, et l'atteinte de la lignée sanguine avec leucopénie et agranulocytose. Ainsi que, comme les dérivés de l'acide valproïque, un risque d'atteinte hépatique. La surveillance
de la carbamazépine repose donc sur un bilan préalable et un suivi régulier de la numération formule sanguine, des transaminases et une surveillance clinique cutanée. La carbamazépine peut aussi être dosée dans le sang. Vous avez sur cette diapositive la concentration plasmatique recherchée pour avoir une efficacité et diminuer le risque d'effets indésirables. Enfin, la lamotrigine ou le Lamictal peut être utilisée dans le cas des troubles bipolaires. Elle est efficace dans les phases maniaques et dans les épisodes dépressifs surtout. En effet, le Lamictal sera indiqué dans le traitement préventif des épisodes dépressifs. Son métabolisme est inhibé par le valproate et à l'inverse augmenté par la carbamazépine. Elle sera donc pas associée avec les autres traitements thymmorégulateurs. La lamotrigine sera utilisée en monothérapie. Ces effets indésirables à retenir sont décrits sur la diapositive. Le plus important sont les éruptions cutanées. En effet, ces éruptions peuvent même évoluer vers un rash dans 5 à 10% des cas. Ceci entraînera l'arrêt et la contre-indication de la lamotrigine. De même que les autres anticonvulsivants utilisés comme thymorégulateurs dans les troubles bipolaires, la posologie sera augmentée progressivement en fonction de la tolérance.